toutes. Je regarde si je dois dire toutes et tous. Mais Deborah. T'as l'air très occupée. Deborah. Je vais allumer son micro, elle ne peut pas faire deux choses en même temps. Mais je t'ai déjà dit, tu ne peux pas faire ça. Ça suffit maintenant. Quel manque de discipline. Hein. Bonjour. Comme vous pouvez le voir, l'écran, c'est vraiment très, très perturbant quand on se discute. Bon, je suis Sharon Sofer, je suis la fondatrice de Startup for Kids. On fait de l'acculturation au numérique et à l'innovation auprès des jeunes de 6 à 18 ans. Et Deborah Elalouf, je dirige Tralalaire, qui est une structure de l'EdTech et de l'économie, donc la technologie appliquée à l'éducation et de l'économie sociale et solidaire, qui cherche à préparer les jeunes au monde de demain, les jeunes, leurs éducateurs, leurs enseignants, leurs parents, et qui est notamment coordinateur d'un programme européen qui s'appelle Safer Internet, et dont l'objectif est d'accompagner les jeunes en ligne, de protéger les jeunes en ligne, et notamment un plan national de sensibilisation. Peut-être qu'on évoquera quelques outils gratuits pour les parents, les enseignants, les éducateurs, pour accompagner les jeunes dans une meilleure maîtrise de leur vie numérique. Impressionnant comme CV. Pour la petite histoire, Startup for Kids est né ici. Donc c'est ici qu'on a fait nos premiers ateliers auprès des jeunes avec les étudiants de 42. Donc on est un peu à la maison, même si la maison elle est en face. Deborah, on parle beaucoup en ce moment des retours d'une commission écran du gouvernement disant que les écrans à l'école, c'est pas idéal, voire qu'il faudrait passer moins de temps sur les écrans à l'école. Tu peux nous en dire plus ? Oui, alors on dit beaucoup de bêtises. Et il y a effectivement eu une commission écran dont un membre de Tralalaire, avec un certain nombre d'éminents experts dedans, des avis assez diversifiés, et dont l'objectif était effectivement de se poser la question des enfants et des écrans au sens large. Et d'ailleurs, l'un des sujets qui a finalement à peine été abordé dans la commission, c'était les écrans à l'école, mais avec, si ce n'est des recommandations de pousser l'éducation aux écrans et au numérique, et que ça puisse se faire à la fois dans les familles et à la fois à l'école. Et effectivement, cette commission statuait à la fois sur le fait de pointer des risques de débordement des écrans sur les enfants quand ils sont utilisés trop jeunes, quand les parents utilisent le smartphone comme outil de remplacement de l'éducation ou du dialogue. Donc il y a un certain nombre de problèmes et que les médecins de la commission ont notamment pointé et qui impliquent d'avoir une protection des enfants autour de ça. Mais de l'autre côté, il faut distinguer les usages des écrans, enfin usage des écrans et usage des écrans. Et c'est pas la même chose de regarder TikTok et d'appeler sa grand-mère sur WhatsApp ou de créer de la musique en ligne ou d'apprendre à programmer ou d'apprendre à créer. Et donc il y a plusieurs usages et j'espère qu'on pourra faire cette distinction-là dans le petit temps qui nous est partagé. Ouais, clairement, avec Startup for Kids, c'est vraiment ce à quoi on travaille avec les jeunes. C'est vraiment de les plonger dans un usage éducatif, positif et créatif du numérique. Et ça, ces activités qu'on propose maintenant, elles sont venues dès les premières éditions où les parents arrivaient et disaient moi, mon fils ou ma fille, franchement, il se débrouille beaucoup mieux que moi avec les tablettes et les smartphones. Je le mets devant la tablette et il ou elle arrive à naviguer, c'est totalement intuitif. Et moi, je leur répondais assez désabusé, non mais vous savez tourner les pages d'un livre et vous n'êtes pas Zola, donc votre gamin ou votre gamine savent peut-être naviguer, mais ça en fait pas des Zuckerberg et ils savent pas utiliser Internet. Donc il y a vraiment ce travail d'accompagnement, d'éducation et c'est pas parce que l'outil est relativement récent qu'il faut laisser les ados sans les accompagner sur le sujet. Et juste avant de descendre, on a eu une discussion avec une maman justement qui disait ça tombe bien, vous allez parler de ça, j'ai plein de questions. Moi, mon fils, il a 9 ans et il passait énormément de temps sur son ordinateur. Il écrit des romans. Est-ce que c'est mal ? J'étais là, mais si ton fils, il faisait de la peinture, il passait le même temps à faire de la peinture, qui est une activité créative, ça poserait de questions
à personne en fait. Donc on est vraiment sur à quoi j'utilise mon écran. Est-ce que tu as des conseils à donner aux parents ou des retours d'expérience que vous avez pu avoir? Eh ben, le premier, c'est inspiré du petit sketch que tu m'as demandé de faire au départ, de me scotcher sur mon portable. Je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à le faire. Tu me balances, ouais. Je croyais que c'était spontané. C'était hyper spontané. Mais ça correspond à un vrai cas d'usage réel. On a, il y a quelques années, côté Internet sans crainte, avant de lancer un plan d'accompagnement de la parentalité numérique, parce que mes conseils vont essentiellement sur le fait que les adultes qui accompagnent les enfants doivent jouer leur rôle d'adulte. Et comme tu le disais si bien, c'est la fascination de « Ah, c'est génial, il a 2 ans et il arrive à slider ». D'ailleurs, on voit des enfants parfois qui, dans les musées, ont envie de slider les tableaux. Et non, ça ne marche pas là, ici. Mais ce n'est pas parce que j'en ai la maîtrise technique que je comprends comment ça marche et que je comprends ce que je dois faire avec. Et donc, le fait de redonner le pouvoir aux consommateurs en général, à l'utilisateur en général et aux parents en particulier est important. Donc, mon sujet, c'est la parentalité numérique. Comment est-ce qu'on accompagne sur un sujet sur lequel la difficulté, c'est que dans tous les sujets d'éducation, en général, les gens se positionnent soit en fidélité à ce qu'ils ont connu quand ils étaient petits, soit en opposition à ce qu'ils ont connu quand ils étaient petits. Et finalement, le numérique, c'est l'un des rares sujets sur lesquels il n'y a pas de référence. On n'a pas d'éléments auxquels se conformer ou s'opposer. On doit imaginer nos critères nous-mêmes. On doit inventer, ouais. On n'a pas été éduqués dedans, donc c'est à nous de poser nos règles. De poser nos repères. Et donc c'est à nous de dire, tiens, en fait, je vais donner telle règle et il faut se sentir légitime pour le faire et se dire que les adultes ont un vrai rôle à apporter. Alors avec évidemment des évolutions selon les âges qui ne sont pas les mêmes. C'est pas la même chose de se poser des questions sur qu'est-ce que je fais avec mon enfant de moins de 3 ans. A priori, rien en fait. En tout cas, rien devant un écran, tu veux dire. Rien devant un écran. Je fais plein d'autres choses avec lui. Je lui parle, je bouge, je fais du sport. Et puis après, la question va être, comme beaucoup en matière d'éducation, qu'est-ce que c'est qu'éduquer ? C'est poser un cadre qui permet de fixer le bon lien entre, d'un côté, la protection, le fait d'être et de l'autre côté, une voie vers l'autonomisation. Et sur le numérique, c'est pareil. Il s'agit de se dire comment est-ce qu'au début, à un âge où la frontière n'existe pas, je vais essayer de ne pas les plonger dedans, parce que les mécaniques sont effectivement addictives, les designs sont faits pour qu'une fois que je suis rentrée dedans, je n'ai pas envie d'en sortir et que ça soit plus attractif qu'il s'y passe autour. Et puis comment progressivement, je vais intégrer le fait que ça fait partie de nos vies, ça fait partie de nos vies pour apprendre, pour écrire, pour communiquer, pour jouer, pour faire plein de choses qui sont extrêmement constructives, mais comment on va pouvoir essayer de poser des règles constructives et d'accompagner ces usages. C'est vrai que souvent le retour quand j'ai des échanges avec des proches, c'est en fait votre enfant, tant qu'il ne se coupe pas du monde, tant qu'il continue à travailler à l'école, qu'il voit ses amis et qu'on sait ce qu'il fait sur Internet, qu'on lui a donné un cadre, il n'y a pas tout de suite d'inquiétude à avoir sur le temps passé. On a beaucoup de parents qui arrivent en disant, avec cette inquiétude, mon enfant passe trop de temps sur les écrans. Donc il y a tout le comportement. Et tout à l'heure, on discutait de chartes et d'engagement parents-enfants, de comment créer un cadre d'usage d'Internet. Et tu peux nous en dire plus, puisque là aussi, vous avez développé des outils. Oui, alors sur le temps d'écran, il y a matière à inquiétude et il y a matière à inquiétude pour nos propres usages. Alors quelques indicateurs. Donc quand on avait fait cette étude auprès des parents, des parentalités, on a sondé près de 2000 parents à l'époque et ils nous avaient raconté leur vie en nous disant que le premier sujet d'engueulade à la maison, c'était le numérique, avec le cadre le plus caricatural, c'était les parents qui n'arrivaient pas à fixer des règles, alors soit parce que dissension à la maison, soit parce qu'ils ne savaient pas comment faire, soit parce que, et qui finissaient par avoir envie de juste envoyer le téléphone par la fenêtre ou l'écran ou la console, ce qui évidemment n'est pas un geste éducatif extrêmement constructif. Mais ce qui était intéressant, c'est que d'un côté, les parents nous disaient, en gros, mes ados, mes jeunes font n'importe quoi avec le numérique, et de l'autre côté, on a interrogé les jeunes. Et puis quand on interrogeait les jeunes, ils nous disaient, alors mes parents, ils
sont complètement accros à leur smartphone. et donc, avec une forme de symétrie qui faisait qu'aujourd'hui, il y a un sondage très récent là, qui vient de sortir, qui montre que 56% des enfants, des jeunes de 7 à 17 ans, estiment eux-mêmes qu'ils passent trop de temps sur les écrans. Donc il y a une forme de conscience. Et d'ailleurs, paradoxalement, quand on travaille dans le cadre d'Internet sans crainte avec les jeunes, de demande de régulation. Ils demandent qu'on leur donne des règles, mais des règles qui ont du sens, des règles qui comprennent leurs usages. D'où l'intérêt de travailler avec les enfants, en fait, au sein de la famille. D'où l'intérêt d'en parler, que ce soit un sujet d'échange. Et de l'autre côté, du côté des parents, il y a près de 75% des parents qui estiment que leurs enfants passent trop de temps, mais 71% des parents qui estiment qu'eux-mêmes passent trop de temps. Donc on a un sujet qui est un sujet partagé. Et effectivement, le premier élément important, c'est de le mettre comme sujet de dialogue, que ce ne soit pas un des rares domaines qui ne soit pas abordé, mais que ce soit un sujet de dialogue, d'oser se positionner dessus, de se dire qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour en parler avec ses enfants. Et il convient effectivement de penser et de pouvoir discuter de règles ensemble. Et c'est vrai que dans le cadre de ce plan de sensibilisation, on a développé un outil qui est gratuit en ligne, qu'il est possible de trouver soit sur le site Internet sans crainte, soit directement sur le site Faminum, FAMINUM, et qui a été conçu pour servir de support de dialogue entre parents et enfants à différents âges, au moment de l'autonomie de l'écran, pour pouvoir mettre en place sa charte numérique d'usage à la maison, en se disant on en discute. Il n'y a pas deux familles qui sont pareilles, on n'a pas les mêmes règles sur tout un tas de sujets, et les écrans ne font pas exception. Donc la seule chose qu'on fait, c'est qu'on propose des conseils types personnalisables, et puis on peut se dire en tant que famille, celui-là, je garde ce conseil, celui-là, je le jette, ou celui-là, je le personnalise. Et c'est vrai que c'est important d'avoir un support, parce que souvent, en tant qu'adulte, comme tu le disais tout à l'heure, on n'a pas nécessairement de référence. Et il y a un problème de légitimité qu'on ressent, mais qui est entièrement faux. C'est-à-dire que nos enfants, on les accompagne sur énormément de choses qu'on n'a pas nécessairement vécues. Sa relation avec les enseignants à l'école va être différente de notre vécu. Et en fait, ce problème n'est pas différent qu'un autre problème. Certes, on n'a pas la même expérience du numérique, il n'était pas présent dans nos vies de la même façon, mais la légitimité du parent qui est là comme référent parce qu'il a une expérience de vie, reste la même. Et c'est vrai qu'on ressent parfois un retrait chez les parents en s'interrogeant sur leur légitimité. Il y a le sujet de la légitimité, puis il y a le sujet de, comme tu le pointais tout à l'heure, il y a le sujet du temps d'écran. Donc effectivement, plus de 2 heures par jour, 2h40 par jour, temps hors scolaire, les enfants, c'est énorme. Donc c'est un sujet, mais il y a le sujet de qualifier ce qu'ils y font. Et donc, dans les sujets d'échange, il y a à la fois le fait de se fixer des règles. Tiens, est-ce qu'on se dit que il n'y a pas d'écran à table pour le dîner, mais souvent, celui qui dégaine son téléphone à table, ce n'est pas l'enfant, c'est souvent papa ou maman, parce qu'on a un truc vraiment important à faire. Et donc, il y a le fait de se dire, il faut qu'on puisse discuter de règles, mais de règles qu'on est vraiment prêt à suivre dans une dynamique familiale. Il y a le fait de s'aider par des outils quand ils sont petits au début. Le contrôle parental, ça aide parce que ça permet d'être dans un rôle vachement plus sympa, qui est, au lieu d'être celui qui dit « arrête avec ton écran, j'en ai marre », d'être celui qui dit « tu veux 5 minutes en plus ? Bon, d'accord, je t'accorde les 5 minutes en plus. » En fait, c'est beaucoup plus facile. Et puis, l'autre sujet, c'est de partager des choses positives, de se dire regarde ce que j'ai vu sur écran, j'ai vu un truc super intéressant, j'ai lu un article intéressant, j'ai vu un contenu pour apprendre à programmer qui est super, et de savoir partager. Et de savoir partager à la fois en tant qu'adulte, en suggérant des choses, mais aussi en lui disant partage-moi des choses que tu trouves intéressantes, montre-moi ce que tu fais, et on en parle. C'est vrai que c'est une riche base de dialogue, en fait, et de s'intéresser à des thématiques qu'on n'a pas forcément en commun. C'est un bon moyen d'échange. Un autre sujet qui a remonté récemment en discutant avec des enseignants, c'était la dichotomie entre le temps passé sur les écrans et le manque de culture numérique adulte, entre guillemets, j'ai envie de dire, souligner qu'il y a beaucoup d'enfants au collège, au lycée qui ne savent pas faire un copier-coller, qui ne savent pas utiliser Word, qui ne savent pas écrire un mail, et avec souligner le manque de communication finalement au sein de la famille, où les parents ne montrent pas finalement cet usage de l'ordinateur tel qu'on pouvait l'avoir. Et du coup, réinstaurer ce dialogue, ça peut être aussi bien sur comment j'utilise des outils plus bureautique, etc. Mais c'est vrai que de ne pas savoir avoir les réflexes de base
Donc vraiment, comment j'écris un mail, par exemple, ça peut être un problème et c'est dommage, c'est des choses qu'on pourrait justement aborder en famille et expérimenter avec ses enfants. Je ne sais pas si c'est des sujets sur lesquels vous... Bien sûr, oui. L'éducation au numérique, ça passe d'un côté par la prévention, le fait de mettre en place des règles, de protéger, d'encadrer, mais ça passe aussi par le fait d'accompagner la maîtrise dans ces différentes dimensions. Et là-dessus, je le fais à la fois avec ma casquette professionnelle, dans le cadre d'Internet sans crainte. Il y a d'un côté des outils qui sont des outils mis à disposition, là encore, pour protéger des différents débordements du numérique sur nos vies. Mais il y a aussi le fait, un autre programme gratuit, Citizen Code, pour apprendre à programmer en Python, même quand on n'y connaît rien, et apprendre à user, découvrir les usages de base du numérique. Là, on va bientôt lancer un programme pour le prochain Safer Internet Day sur citoyens numériques à l'heure de l'IA, commencer à découvrir l'IA, savoir prompter. Et à titre plus personnel, c'est évidemment quelque chose que je fais. Donc encore cette semaine, ma fille avait un devoir à faire sur un poète du Moyen-Âge où elle devait imaginer un dialogue pour l'interviewer. Et je dois dire qu'au début, elle est venue me voir avec un manque d'enthousiasme assez caractérisé d'une ado de 14 ans qui a son devoir de français. Et moi, je lui ai dit, bah, c'est génial comme idée. Viens, on va regarder ce que ChatGPT aurait à dire dessus. Et là, on était dans un dialogue inversé où j'avais mon ado qui me disait, mais non, c'est tricher. Je lui disais, non, on va juste s'inspirer, on va regarder ce qu'il aurait à dire dessus. Et on a commencé à dialoguer avec la machine sur la création de ce dialogue imaginaire entre un poète du Moyen-Âge et ChatGPT. Ça nous a donné plein d'idées. Et là-dessus, j'ai estimé que j'étais dans mon rôle à la fois d'initiation à savoir prompter, savoir utiliser les outils que j'utilise dans mon cadre professionnel et en même temps, savoir mettre la limite de se dire « ah ben non, là non quand même ». C'est essentiel en fait, ces outils, il ne faut pas s'en dispenser et ça va être comme sur les réseaux sociaux par exemple, c'est vraiment savoir donner un cadre d'usage. Quand on avait une encyclopédie, si ça existe encore, et qu'on faisait nos autres devoirs, évidemment que recopier ce que disait l'encyclopédie, ça n'avait aucun sens, mais ChatGPT est une source pour aller chercher de l'information et justement apprendre à l'utiliser comme une source d'inspiration ou récupérer de la donnée, c'est aussi important d'en parler avec l'enfant plutôt qu'il aille derrière le dos de l'enseignant, derrière le dos de les parents, faire comme si il avait créé son truc alors qu'il l'a utilisé et avoir des règles d'usage et de bonnes pratiques sur des outils aussi puissants, c'est essentiel, hein, comme comprendre l'IA d'ailleurs, comprendre la part de l'IA dans nos vies, comprendre les réseaux sociaux, comment se conduire dessus. Donc tout ça, c'est des bonnes pratiques qu'en fait, on peut reproduire sur des expériences qu'on a eues dans d'autres contextes, encore une fois. Oui, et c'est vrai que ce sujet d'en faire un objet de dialogue et d'échange existe à la fois sur les limites, quand on parle des réseaux sociaux, le fait de savoir aborder avec son enfant assez tôt, de savoir lui parler des risques qui peuvent survenir, c'est une manière aussi de lui permettre, le jour où il y a peut-être un souci, qu'il ose en parler, qu'il ne se dise pas tiens, mais c'est moi, c'est mon problème, se dire non, des problèmes de harcèlement, de rapport à l'information, de haine en ligne arrivent dans des proportions extrêmement importantes. Et donc le fait d'en parler en amont est une manière de faire de la prévention et de faire en sorte que ce soit possible de trouver après des solutions ensemble. Et de la même manière, sur nos expérimentations positives, tu parlais de l'usage basique d'un copier-coller dans Word jusqu'à l'art du prompt. Chacun à son niveau, et on n'est pas obligé d'être tous des experts du numérique, mais chacun à son niveau, c'est possible d'expérimenter ensemble et de se dire, tiens, viens, on essaye. Et puis là-dessus, l'enfant peut parfois apporter des idées et des voix que n'aura pas l'adulte, et réciproquement. Ce qui est magique avec ce sujet, c'est qu'à chaque phrase, tu as une ficelle à tirer qui pourrait prendre des heures, parce que l'IA, on a fait que l'effleurer, le harcèlement, les fake news. Mais je pense que ce qu'on va faire, c'est peut-être vous laisser la parole et répondre à vos questions. Donc, je ne vais pas faire la blague. Tout à l'heure, on m'a dit, au début, ils avaient du mal à poser des questions, puis après, il y en a eu plein. Donc, voilà, n'hésitez pas
à vous jeter à l'eau. Bonjour, c'est pas une question, mais j'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez juste mettre le micro plus près parce qu'on. C'est pour l'application dont vous avez parlé. C'était quoi le nom? Alors, les écoles, c'est beaucoup dire parce que il n'y a pas un seul contenu, que ce soit manuel ou autre. Chaque enseignant choisit l'application Faminum ou l'application Citizen Code. Ah, j'ai entendu Faminum. Faminum pour les parents. Oui. Alors, parce que il y a des applications, côté Internet sans crainte, côté plan national de sensibilisation. D'un côté, il y a des outils pour les enseignants, pour les classes. Donc là-dessus, tous les enseignants peuvent y avoir accès. On a une convention avec l'Éducation nationale qui fait que c'est licite et que tous les outils sont accessibles sur le site internet-sans-crainte.fr. Donc là-dessus, il y a une centaine d'outils pour aborder la fabrique de l'information, les fake news, la haine en ligne, le harcèlement, le rapport aux écrans, comprendre l'économie de l'attention, comprendre quel est le design sur nos smartphones qui nous rend accros et savoir les décrypter. Donc on a des parcours Ma vie numérique pour que les enseignants puissent aborder ça effectivement avec les enfants. Donc ces éléments-là sont accessibles à tous les enseignants. Après, est-ce qu'on a touché 1 million de jeunes l'année dernière, mais est-ce que 100% des enseignants et des écoles l'utilisent? Non, on n'en est pas encore là, mais on a une proportion relativement importante de gens qui l'utilisent. Et de l'autre côté, il y a des outils pour la parentalité, pour les parents. Et donc, c'est le cas de Faminum. Et donc ça, on travaille davantage avec les associations de parents d'élèves ou en direct. Et même chose, c'est accessible gratuitement en ligne. Vous allez sur Faminum et vous découvrirez à la fois des petites vidéos pour mieux savoir ce que font vos jeunes en ligne, parce que ça commence par comprendre quels sont les usages des jeunes en ligne, et puis des conseils pratiques pour en parler à la maison et pour mettre en place un cadre. Et Faminum, c'est bien F-A-M-I-N-U-M. Oui, bravo. Oui, c'était ça. Merci beaucoup. Bonjour. Merci pour l'intervention. Je voudrais revenir sur votre cas d'usage par rapport à l'utilisation de ChatGPT avec votre ado. Moi, je me pose des questions sur ces sujets-là parce qu'en fait, il y a des questions sur la réflexion de l'enfant. Est-ce que ça a été fait après un premier jet qu'elle a fait, ou est-ce que ça a été fait pour challenger justement l'idée, ou est-ce que ça a été fait directement? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, la vraie question qui se pose avec les IA génératives, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'en servir comme un outil qui nous permet d'être plus productifs et non pas comme un remplacement de la réflexion. Alors, en l'occurrence, je pense qu'il y a plusieurs usages qui sont intéressants. Ça peut être en amont une manière de brainstormer et d'avoir des idées, et ensuite de se dire je vais produire mon élément, et ça peut être je commence par produire un élément et puis je vais pouvoir creuser des éléments. Là, en l'occurrence, elle s'était déjà essayée elle avait fait son premier jet de recherche. Elle n'était pas hyper satisfaite de ce à quoi elle était arrivée, et puis elle trouvait ça très casse-pied. Et donc, en fait, j'ai ajouté, en utilisant ce petit levier-là, à la fois le fait d'ouvrir facilement, je n'étais pas une experte de ce poète du Moyen-Âge, donc le fait d'ouvrir facilement des idées qui fouillaient dans les données de sa vie et de ses poèmes, et à la fois un peu d'enthousiasme sur le process qui permettait de le faire. Mais effectivement, la question qui se pose liée à la pédagogie, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce ne soit pas un remplacement de la réponse, mais un outil complémentaire. Et pour moi, la réponse, elle se situe à deux niveaux. Elle se situe d'un côté sur l'usage qu'on en fait, et c'est la question que vous posez, et elle se situe aussi du côté de la pédagogie sur comment on évalue les élèves. Si on évalue les élèves uniquement sur un résultat final, eh ben, on ouvre la voie au fait que ChatGPT va probablement avoir une meilleure réponse que ce qu'aurait un élève moyen de 4e, voire un très bon élève de 4e. En revanche, ce que ça oblige peut-être à faire, c'est repenser un peu certaines mécaniques d'évaluation pour s'intéresser au process d'apprentissage et pour valoriser l'apprentissage. Et finalement, ce que je trouve intéressant dans ces cas-là, c'est qu'on pose à l'enfant le fait de se dire « Tiens, mais comment t'as fait
qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as trouvé intéressant dans le fait d'utiliser ça, et d'avoir une pratique un peu réflexive sur le process lui-même. Merci. Et je rajoute dans l'IA un point qui est intéressant, puisqu'on parlait du prompt. Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers, le prompt, c'est l'instruction que je vais donner à l'intelligence artificielle pour qu'elle me donne la réponse que j'attends. Parce qu'en fait, formuler une question, donner un contexte, savoir bien définir ce qu'on attend, c'est un exercice en soi. Et le fait de savoir bien préparer en fait ce que je vais demander à mon IA et attendre comme retour, c'est un exercice hyper intéressant en lui-même. Donc c'est vraiment ce point à intégrer aussi dans la pédagogie et à prendre en compte, puisque vraiment ça permet de clarifier ses idées et bien les structurer. On pourrait même se poser la question de se dire, et si apprendre, dans le fond, c'était l'art de poser les bonnes questions, et donc le prompt, c'est juste une manière parmi d'autres, et ça ne doit pas être la seule de poser des questions. Bonjour, j'aurais voulu savoir comment, par rapport à des enfants qui sont réfractaires aux écrans, est-ce qu'il existe des approches, des méthodes différentes ? Est-ce que vous pouvez préciser un tout petit peu le réfractaire, parce que ça peut... Réfractaire, c'est-à-dire qui n'exécutent pas les consignes, qui sont un peu perturbants devant les écrans, qui ne sont pas toujours dans l'application des tâches. Donc là, vous parlez d'un enfant qui a un comportement différent devant un écran que dans... Oui, qui ne sont pas tout à fait... oui, un comportement différent, difficile, oui. Non, mais spécifiquement dans son usage des écrans, parce que les écrans sont, pour le coup, s'il y a un usage qui est plébiscité par tous à l'école et en pédagogie, c'est pour pouvoir faire de la pédagogie différenciée et pour pouvoir s'adapter à des jeunes, à besoins particuliers, à des gens qui peuvent avoir un rapport à la concentration qui est différent, un besoin d'adaptation d'éléments. Mais là, ce que vous décrivez, c'est autre chose, il me semble. Oui, quand vous dites les enfants à besoins éducatifs particuliers, vous parlez là de l'école inclusive. Oui. D'accord. Mais là, vous parlez d'autre chose, il me semble. C'était pour savoir si vous aviez, dans vos interventions, par exemple, été sollicité sur des enfants qui sont dits être réfractaires aux écrans, qui ne sont pas très à l'aise avec ces outils. En fait, il existe un grand panel justement d'outils qui permettent une adaptabilité des solutions logicielles qui vont être utilisées pour différents types de troubles ou des outils pour les enfants 10. Voilà, le panel est très très large. Et après, c'est aux enfants. Oui, excusez-moi. Il y a les enfants 10, lexique, dyspraxie, etc., etc. Oui. Tous ces enfants qui sont un peu mal à l'aise, un petit peu réfractaires, comme je disais, mal à l'aise devant l'outil informatique. Alors, c'est pour ça que je voulais préciser qu'est-ce que ça veut dire que mal à l'aise, parce que dans un enfant dyslexique ou dyspraxique, il y a une collection de ressources numériques pédagogiques qui permettent d'adapter justement des contenus. Là, je me suis intéressée ces jours-ci à une structure qui s'appelle Mobidis, qui fait des bibliothèques inclusives, qui sont des bibliothèques de livres qui donnent accès à tous les enfants, mais qui permet d'adapter l'écartement des caractères, une valorisation de la compréhension implicite à un moment de ce qui n'est pas dit dans un texte, mais qui va poser des difficultés à certains enfants. Et mon équipe travaille sur un projet d'éducation inclusive qui s'appelle une plateforme inclusive, avec une boussole de l'inclusion, pour aider les adultes qui accompagnent les jeunes à trouver les bonnes ressources en fonction des spécificités et des besoins particuliers de chaque jeune. Parce qu'évidemment, c'est difficile de donner une recette miracle qui marche pour tout le monde. Maintenant, dans ce que vous disiez, il y avait deux éléments. Il y a le fait de s'intéresser à des besoins particuliers. Donc là-dessus, oui, il existe des ressources, mais beaucoup est adapté à des réalités très différentes. Et puis, il y a la notion de distance par rapport aux écrans, qui me semble pas forcément problématique. Et dans ce cas-là, la question, c'est comment est-ce que les adultes peuvent accompagner, là aussi,
l'usage de l'écran de manière conjointe. Mais à votre disposition pour en parler de manière plus spécifique après, si c'est un... Et je rebondis sur le fait que c'est vrai qu'on parle souvent des risques liés aux écrans, mais le nombre d'enfants qui ont pu suivre une scolarité vraiment facilitée de façon significative grâce aux écrans est aussi extrêmement importante. Les enfants 10 avec des différents troubles 10 ont particulièrement eu accès à des écrans avant d'autres élèves dans les classes, parce que ça peut leur permettre d'accéder justement plus facilement à la lecture, à l'écriture. Voilà, ça ouvre, ça a aidé énormément d'enfants dans leur scolarité. Ça aide énormément d'enfants dans leur scolarité qu'ils n'auraient pas pu suivre sans ces outils. Bonjour. Vous avez parlé au début de la fascination des parents généralement pour la facilité avec laquelle les enfants manipulent les outils numériques. Et donc du coup du fait que ça demande une certaine acculturation aux parents et que vous proposez ce genre de service. Est-ce qu'il existe la même chose pour les politiques? Parce que soit ils sont carrément hostiles au numérique, soit au contraire on a l'impression aussi que pour certains ils ont une fascination aveugle, notamment par exemple pour évoquer le fait que certains imaginent déjà pouvoir pallier à l'absence de profs par des chatbots, IA, etc. Donc est-ce qu'il existe aussi une manière d'approcher les politiques, pas seulement les laisser face à des lobbyistes? Alors, un programme spécifique d'éducation des politiques, personnellement, je n'en ai pas entendu parler et je pense qu'il y aurait plein de sujets à aborder sur ce sujet-là. Mais sur le rapport spécifique aux écrans, je peux vous parler d'une... donc, là-dessus, je vais reprendre ma casquette Internet sans crainte, plan national et Safer Internet, sur lequel on travaille notamment avec le ministère de l'Éducation, le ministère du Numérique, la santé, la famille et un certain nombre d'organes de régulation. Bon, il y a aussi des gens qui sont extrêmement compétents dans un certain nombre de ces institutions. Mais effectivement, on fait face, j'ai envie de dire, chez les politiques comme dans la population et chez les parents notamment. Et donc les politiques se font parfois l'écho de sondages et de ce qui ressort, des angoisses qui ressortent. Et il y a effectivement deux discours un petit peu polarisés qui vont d'un côté sur un techno-enthousiasme qui est de se dire que la technologie va révolutionner l'éducation et va remplacer. Donc là-dessus, il convient de remettre la technologie à sa juste place comme un outil au service d'eux. Mais l'éducation passe par des êtres humains, passe par des rôles modèles, passe par des éléments. Et en revanche, le numérique peut aider à passer à l'échelle des bonnes pratiques, à diffuser de bons éléments. Et de l'autre côté, une politique de la peur. J'ai parfois l'impression que les écrans sont considérés comme des panneaux solaires qui sont dangereux en tant que tels. Ce n'est pas le cas. La question est qu'est-ce qu'on y fait et combien de temps on les utilise. Et aujourd'hui, sur ce sujet-là, comme sur d'autres, c'est parfois difficile d'avoir un discours qui soit un discours médian, équilibré, qui permette de dire profitons de l'ensemble des opportunités du numérique tout en prévenant les risques. J'ai l'impression que c'est globalement quand même ce que défendent la plupart de nos politiques raisonnables et de nos politiques raisonnées, mais c'est vrai qu'il faut veiller au grain. Il faut toujours accepter le « en même temps », c'est ça qui est très complexe dans la réflexion, c'est-à-dire que c'est en même temps un outil assez magique qui apporte énormément, et en même temps une zone de risque. Et en fait, c'est les deux à la fois, donc il faut accepter de traiter ce en même temps et d'avoir une position qui fluctue en fonction des thématiques précises. Et par exemple, pour parler spécifiquement du ministère de l'Éducation et en ce moment de la pause écran qui est... moi, je milite beaucoup pour faire la distinction entre, d'un côté, l'usage de réseaux sociaux qui posent de vraies questions et sur lesquelles qui comportent en tant que tel un design addictif et qui repose sur une économie qui est l'économie de l'attention. Et je pense qu'il est fondamental d'éduquer nos jeunes à ce que c'est que l'économie de l'attention, à quelle est l'économie de ces plateformes, à décrypter ces réalités qui sont derrière pour devenir des consommateurs, j'ai envie de dire, éclairés et reprendre le contrôle de nos usages. Et de l'autre côté, distinguer ces usages-là de pratiques numériques pédagogiques à l'école
qui évidemment n'ont pas la même incidence sur les jeunes. Et à la décharge des jeunes et de nous, les algorithmes des réseaux sociaux sont beaucoup plus forts que nous. Et ça demande un effort conséquent, c'est-à-dire qu'un enfant qui va passer beaucoup de temps sur TikTok, c'est une vraie lutte et une grosse pédagogie de lutter contre ces designs qui ont été vraiment faits pour nous pousser dans cette boucle. Donc le regarder avec une certaine bienveillance et aider et accompagner plutôt qu'interdire. Il faut vraiment avoir cette conscience que ça n'est pas simple d'arrêter en fait. Alors, cela étant, interdire avant un certain âge les réseaux sociaux, TikTok, etc., sont interdits aux moins de 13 ans, normalement, théoriquement, et le parent qui décide d'autoriser ses enfants prend une responsabilité qu'il doit assumer et qu'il doit accompagner. Et à partir du moment où on décide de les y mettre, il faut les accompagner, il faut leur montrer les dérives. Et ça peut passer par, tiens, on va regarder ton compte Insta, on va regarder tes copines, comment elles se présentent. Qu'est-ce que tu en penses là qu'est-ce que ça te renvoie comme image? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Quelle image tu veux donner de toi-même? Et en fait, je pense qu'il faut leur poser ce type de questions de manière assez simple. Moi, ce qui m'épate, c'est que les jeunes, quand on leur pose des questions de bon niveau, ils ont des réponses exceptionnelles. Ils ont des réponses en général extrêmement intelligentes. Mais il faut les guider en leur posant des questions. Et encore un fil à tirer sur l'estime de soi et l'image que renvoient les réseaux sociaux et les fake news qui se posent directement sur passer du temps sur les réseaux avec ses enfants pour voir à quoi ils sont exposés aussi en termes de fake news et de bulles d'information. Oui, il y a la réalité de la fake news et puis il y a le fait effectivement de consulter toujours plus de soi-même, toujours plus de... Si je pense bleu, j'ai beaucoup plus de chances de ne voir que du bleu et donc d'être convaincu que le monde n'est fait que de bleu. C'est pas le cas. Enfin, nous, c'est plutôt rouge. Le monde n'est fait que de rouge. J'espère que vous êtes bien assis parce que nous, on est bien là, on peut rester... Bonjour, j'avais une question. On a beaucoup parlé de l'éducation pour les enfants. Moi, j'ai 24 ans et je suis un peu dans la situation inverse. C'est-à-dire que je dois éduquer mes parents aux écrans. J'ai ma mère qui m'a demandé à avoir TikTok l'année dernière, par exemple. Et donc, moi, j'ai une question qui est un peu l'inverse de ce qu'on a vu pendant cette intervention. C'est comment éduquer les parents en fait, aux écrans, puisque... moi, à ma petite échelle, voilà, j'ai pas beaucoup de ressources pour lui expliquer un petit peu tout ça. Alors, c'est parfois un peu la même chose. Et les relations sont en fait symétriques dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a, de la même manière que dans un rôle parent-enfant, il y a du co-apprentissage. Il y a le fait de mettre les sujets sur la table, de les découvrir ensemble. Et dans le rôle d'un parent, d'un adulte, d'un jeune adulte avec la génération du dessus, on est dans le même cas. On est parfois dans la même illittératie qui n'est pas exactement la même, c'est-à-dire que le souci de la génération du dessus, c'est parfois de ne pas savoir et de ne pas savoir exactement comment utiliser. Mais il y a des manques de compétences de décryptage qui sont assez similaires avec celles de jeunes enfants. Et quand on regarde les risques cyber, par exemple, les cibles peuvent être d'un côté les jeunes et de l'autre côté les vieux. Les premiers à cliquer sur les trucs sur lesquels il ne faut pas cliquer, c'est les vieux. Et si je reviens aux fake news que tu évoquais tout à l'heure, on pointe souvent les jeunes dans leur rapport à l'information. Et c'est vrai, parce que leurs sources d'information sont TikTok et Insta avec Brut, Combini, Agi+, avec des médias qui ne sont pas de grands médias vérificateurs d'information. Mais la génération au-dessus de nous n'est pas en reste et a aussi un rapport critique à ce qu'il voit sur son écran qui a développé. Donc moi, j'aurais la même réponse que la précédente, qui est, ça doit être un sujet de découverte commune, de co-expérience.
où on se pose, on regarde, on ouvre le compte TikTok, on regarde les premiers leviers de ce que propose, les premières animations que propose TikTok à l'inscription. Et puis tiens, est-ce que j'ai envie de voir que des chiens qui font pipi ou des mamines qui glissent parce que ça m'est proposé, ou un chat, et peut-être que oui. Est-ce que j'ai envie de pousser autre chose? Là-dessus, on a eu des jeunes, dans notre panel jeunes Internet sans crainte de l'année dernière, on a eu des jeunes qui nous ont dit des choses extraordinaires, et notamment qui nous ont dit: aidez-nous à dompter nos algorithmes, aidez-nous à ce que les recommandations qui soient faites soient plus intéressantes pour nous et à nous pousser des contenus intéressants. Peut-être qu'un des trucs à faire avec votre maman, c'est notamment de regarder ensemble des choses qui vous intéressent, et de pouvoir du coup donner quelques repères, que ce soit sur TikTok ou peut-être ailleurs plutôt, qui permettent d'avoir des usages de départ qui soient intéressants. Merci. Et toujours passer par les usages chez les seniors, les grands-parents. L'usage premier, la demande première, c'est communiquer avec la famille, les petits-enfants. Donc l'approche, la clé d'entrée par l'usage va être communiquer. Et puis après, sur quoi on peut communiquer. Donc, et là, on parle des contenus et voilà, donner des points d'échange, effectivement, en transgénérationnel. Je trouve ça génial qu'elle demande, enfin, le fait de vouloir installer TikTok, Insta, Snap et de comprendre les codes de communication d'aujourd'hui et se dire, bah oui, je vais apprendre techniquement à les utiliser et puis après, je vais me faire mon opinion, et probablement qu'elle aura un regard qui ne sera pas exactement le même. La démarche est vraiment intéressante. On était bien à faire salon. Oui, merci beaucoup pour toutes vos questions. Et on reste à votre disposition si vous en avez d'autres.